C'est en 1950 que Gordon Douglas tourne The Nevadan. Alors d'abord, on va faire un petit préambule. Ne croyez pas que le DVD est mal tiré, ne croyez pas que les couleurs, la balance couleur de votre poste n'est pas bonne. Les couleurs que vous avez vues, si vous venez de voir le film, sont des couleurs parfaitement normales. Ce sont celles du Cinecolor. Le Cinecolor, ce n'est pas le Technicolor, c'est un procédé parallèle, procédé annexe, qu'utilisaient certaines firmes, en l'occurrence la Columbia, pour ne pas avoir à payer le Technicolor qui était très cher, qui obligeait à avoir les ingénieurs de Technicolor qui vous disaient il faut choisir telle robe, il faut choisir telle veste, on ne peut pas mettre n'importe quoi. On avait sur le dos, pendant tout le tournage, les gens de Technicolor, ce qui était très ennuyeux et très onéreux. Le Cinecolor, en revanche, on faisait ce qu'on voulait. C'est un procédé qui est un très bon procédé. Alors, il est un petit peu surprenant parce qu'il y a souvent une espèce de dominante. Alors, ou c'est une dominante magenta ou une dominante un peu orange. Bon, en l'occurrence, c'est une dominante qui est un petit peu verte, mais c'est tout. C'est parfaitement normal. Il n'y a pas eu d'erreur donc de tirage. Votre poste est parfaitement réglé. C'est le choix du Cinecolor qui était un procédé qui est d'ailleurs un bon procédé. Quand on voit le film, il n'y a pas de... C'est pas du tout aberrant, c'est un bon choix. Donc ne vous étonnez pas, c'était comme ça, c'est le Cinecolor, c'est pas le Technicolor. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas d'un rouge rutilant, c'est Cinecolor avec de temps en temps donc une dominante verte comme ici. Alors, Gordon Douglas, on a déjà dû en parler très souvent, c'est un des grands vétérans du cinéma américain. Il a commencé avec Laurel et Hardy, ce qui donne une idée. Il a commencé avec la série Our Gang. Il a fait naturellement des films policiers avec James Cagney. Il a fait I Was a Communist for the FBI, au moment où il était de bon ton de faire des films anticommunistes. Et puis c'est une énorme production de western qui en fait commence dans ces années, à peu près dans ces années 50, au moment où nous sommes avec The Nevadan, jusqu'à des films beaucoup plus récents comme Chouka, comme Barquero qui fait partie de notre collection, comme le remake, ça il aurait pu s'en passer d'ailleurs, de La Chaussée Fantastique. Surtout ce qui a été gênant là, c'est que le producteur de La Chaussée Fantastique a dit que c'était indispensable d'en faire un remake, comme le premier film était un peu daté. Donc ça, c'était vraiment inutile et de le dire, surtout de le dire, et inutile aussi de le faire. Mais en revanche, il a tourné d'excellents westerns, et c'est une très très longue carrière westernienne. Il y a The Doolins of Oklahoma, avec Randolph Scott. Il y a les Rebelles du Missouri, qui est une des nombreuses histoires de Frank James et de Jesse James. Il y a Fort Invincible avec Gregory Peck. Il y a... Il y en a plein. Il y a The Thin Walk of the West, qui est le remake du Carrefour de la Mort d'Hathaway. C'est un homme qui a passé son temps à tourner des westerns, toujours. La Charge sur la rivière rouge, qui a été tournée en relief 3 dimensions, très peu exploité en 3 dimensions, mais qui permettait à Gordon Douglas de s'attaquer à ça. Il y a aussi un très beau, alors je ne sais pas si c'est un western du Sud, qui est la Maîtresse de Fer, qui est un film magnifique avec Alan Ladd, qui est l'histoire de Jim Bowie, qui est un des 3 héros à être mort au Fort Alamo, qui est le créateur du Bowie Knife, cette arme qu'on lance, cette arme équilibrée pour le lancer, et on voit dans le film comment va naître justement le Bowie Knife. C'est un moment magnifique, c'est un très beau film avec Alan Ladd et Virginia Mayo. Donc la carrière de Gordon Douglas est une grande carrière, et ici, il va diriger plusieurs fois Randolph Scott, qui est coproducteur du film. Ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que tout de même, dans ces années 50, il est rare de voir des acteurs devenir leurs propres producteurs. Après ça, on l'a vu, c'est une habitude. Les acteurs demandaient tellement cher que le seul moyen de leur donner ce qu'ils voulaient, c'était de les mettre en participation. Donc ils devenaient, à cause de ça, coproducteurs. Et à l'époque, on voit que Randolph Scott s'associe avec Harry Joe Brown, donc c'est Scott Brown Productions. Par la suite, il y aura les films réalisés par Bud Buttigieg, qui sont parmi en effet les meilleurs de ceux tournés par Randolph Scott. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que Randolph Scott n'est pas du tout un acteur de second plan et autres. C'est un homme qui s'est toujours intéressé au sujet, qui s'est toujours intéressé à ses personnages et qui va les faire évoluer d'une manière de plus en plus, sérieuse, on dirait presque de plus en plus intellectuelle, si c'était pas employer des grands mots. Là, c'est un personnage, bon, un peu unidimensionnel, dans la tradition
du western, disons, de série B ou autre, avec les films de Buttigieg, ça va être un héros beaucoup plus marqué, marqué par son passé, qui va, dans chaque film, en fait, véhiculer une espèce de mauvaise conscience, une tentation pour la vengeance, etc. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas dans The Nevadan, qui est un western plus classique. Mais on voit à quel point Scott est tout de même un très bon acteur et un homme qui s'est intéressé au western. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il vivait, si on peut dire, une double vie. Je ne parle pas de ses goûts qui ne nous regardent point, mais il vivait donc d'un côté, gagnait beaucoup d'argent en tournant des westerns, que tout le monde méprisait, mais que le public adorait voir, parce tout le monde aimait beaucoup Randolph Scott. Je me souviens quand les films sortaient en salle, il y avait toujours du monde. Et d'un autre côté, avec l'argent qu'il avait gagné, il allait, je crois, à Philadelphie, où on le voyait, une coupe de champagne à la main, habillé en smoking. C'était très drôle. D'un côté, il était en smoking, et de l'autre côté, il était avec une veste pleine de poussière, un vieux chapeau et une ceinture avec 2 colts. Donc, ça, c'est Randolph Scott. Alors, en dehors de Randolph Scott, on a naturellement ici, on a des vétérans du genre. Il y a Forrest Tucker, on le voit dès le début. Il y a George McCready qui joue le grand méchant. Il joue d'ailleurs pratiquement toujours le grand méchant. George McCready, je vous rappelle que c'est lui qui est dans Gilda. C'est celui qui est ce personnage tout à fait étonnant dans Gilda, qui provoque une espèce de mimétisme de la part de Glenn Ford, puisqu'on voit au fur et à mesure du film, je ne vais pas vous parler de Gilda aujourd'hui très longuement, mais il y a quelque chose de très curieux dans Gilda, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, George McCready et Glenn Ford, les 2 personnages, s'entendraient très bien entre eux, qui n'ont peut-être pas tout à fait besoin d'ailleurs du personnage joué par Rita Hayworth. Et au fur et à mesure que le film avance, le personnage de Glenn Ford se comporte comme celui de George McCready. La manière d'allumer une cigarette, d'avoir un paquet de cigarettes, de s'habiller, il marche comme George McCready. Donc George McCready, on le voit ici. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention sur l'interprétation aussi. C'est le bonheur, plaisir, toujours, de revoir Dorothée Mellon, qui, on l'avait vu avant dans des rôles plus petits, par exemple dans Le Grand Sommeil, c'est elle, la libraire, qui a des lunettes dans des films comme ça. On l'a vu, on la verra naturellement superbe dans Écrit sur du vent de Douglas Sirk. C'est une grande actrice westernienne. On est toujours très content d'avoir. Et puis on a, alors, quelqu'un, là aussi, les amateurs de western doivent bien s'en souvenir, c'est Giacomo Mahone. Il joue le rôle de Sandy. C'est un des méchants dans le film. C'est un grand type. Hein. Bon, Giacomo Mahone, en fait, il est devenu après Jock Mahone. Jock Mahone, bon, il a été Tarzan. C'est pas le meilleur. Après Weissmuller, c'est difficile d'être Tarzan. Mais ça a été l'un des plus remarquables cascadeurs du cinéma d'aventure. Si vous vous souvenez des aventures de Don Juan avec Errol Flynn, naturellement, si vous avez vu le film, vous vous en souvenez, c'est lui qui fait le superbe stunt, superbe cascade dans l'escalier. Il saute dans l'escalier. Très belle. Et ça, c'est Jock Mahone. Et puis, on le voit très brièvement dans Bandolero, au début. Il est tué. C'est lui qui est le mari de Raquel Welch dans Bandolero. Donc, regardez bien Jock Mahone. Il a un petit rôle, mais nous nous souvenons tous de lui. Le bonheur de revoir Dorothée Mellon et le plaisir de suivre une intrigue, qui est une intrigue en fait très simple, mais avec plein de rebondissements. C'est un film, une fois de plus, qui n'est pas long. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on est encombré de films qui font 2h30. Mais c'est un vrai plaisir de le suivre parce que Gordon Douglas est un bon cinéaste. C'est un de ses bons films. Et puis surtout, c'est vraiment un grand plaisir de revoir Randolph Scott, coproducteur du film. Donc, The Nevadan.